Nous sommes avec Muriel Dunoyer, qui est directrice de développement stratégique et de l'innovation chez Omnicity. Bonjour Muriel. Bonjour Frédéric. Peut-être, est-ce que tu peux te présenter puis présenter Omnicity? Alors Omnicity est un nouvel entrant dans le monde de la promotion immobilière. C'est un nouvel entrant qui a la particularité d'avoir une approche de l'immobilier qui est servicielle. Donc, on ne prend plus l'immobilier simplement comme du brick and mortars, comme on dit en anglais, mais on travaille sur la qualité d'usage de cet immobilier et la qualité servicielle qu'il va apporter aux occupants. Donc, ça, c'est la première particularité de ce groupe. La seconde particularité de ce groupe, c'est d'avoir deux composantes, une promotion et une composante de gestion, et d'avoir la totalité de la conception de ces bâtiments qui sont dirigés par les prérequis ultérieurs de gestion. Donc, ça apporte d'abord une cohérence entre les deux composantes et une convergence dans l'utilité qui est recherchée pour ces biens immobiliers. D'accord. Donc là, vous venez d'ouvrir votre première résidence service senior, Oactive, à Angers, enfin près d'Angers. Voilà, donc Oactive, c'est le nom de la branche exploitation. Nous avons actuellement 18 projets en cours, dont 3 en livraison en l'espace d'1 mois et demi. Cette première résidence à Angers illustre en fait les principes portés par la marque de cet immobilier serviciel, avec une particularité, c'est de mettre sur le marché une nouvelle génération de résidences services seniors. Alors, ça peut paraître la antépénultième nouvelle génération de résidences, mais celle-ci, Beaucoup me le disent, ça. mais elle a une particularité qui est significative des changements sociétaux actuels. Elle se veut intergénérationnelle, pas au niveau de l'affichage, avoir une pétition de principe pour recevoir des générations complémentaires, mais elle est structurée organisationnellement pour pouvoir recevoir d'autres générations. On a intégré dans le socle de ces résidences-services des espaces de coworking, un Fab Lab, un restaurant ouvert sur l'extérieur. Donc, on a travaillé les espaces pour faciliter la circulation de ces générations. C'est la première particularité de cette gamme. La seconde particularité de cette gamme, c'est d'être évolutive et de pouvoir vraiment accompagner les personnes sur tout âge. C'est-à-dire, il arrive qu'on ait des sites sur lesquels on a simplement une URSS, des sites sur lesquels on peut avoir des produits complémentaires. Et on travaille le résidentiel avec la même finesse que ce qu'on peut faire au niveau des résidences-services pour pouvoir accueillir des populations mixées. Et enfin, dernière particularité, c'est une résidence qui s'affiche comme étant connectée. Pas connectée simplement au sens j'ai de la domotique et je peux envoyer un signal d'alarme en téléassistance, mais véritablement connectée aux familles. On a travaillé le lien social de manière à ce que les résidents, dans leur salon, sur leur télévision, puissent converser avec leur famille, puissent également être informés de ce qui se passe dans la résidence et à l'extérieur, et avoir des liens avec des prestations de services et une vision claire de ce qui leur est accessible à tout moment. Et ça, c'est un vrai changement, en fait. D'accord. Donc, on va les prendre un par un. Tu as brossé un panorama. Bon, bref, il y aura beaucoup de questions maintenant. Le côté intergénérationnel, pour qu'on comprenne bien, l'espace coworking et l'espace Fab Lab, c'est pas pour les résidents qui vont créer leur start-up à la retraite. C'est pour des personnes extérieures qui viendront occuper l'espace de coworking. Et c'est en ça que la résidence devient intergénérationnelle. Voilà, alors bien évidemment, ça n'exclut pas que des résidents qui ont un savoir-faire et qui ont envie de monter des projets puissent le faire, bien évidemment. Mais on a souhaité différencier ces deux espaces pour qu'il y ait à la fois un espace coworking qui soit un espace de télétravail, un espace où les personnes individuellement peuvent se poser et disposer de moyens informatiques et de bonnes liaisons avec l'ensemble des réseaux de communication. Et on a souhaité un autre espace, qui est un espace que nous appelons Fab Lab, où là, les gens peuvent échanger, bâtir des projets en commun, où c'est un lieu d'interaction. Et ces interactions, elles peuvent se faire pour des personnes qui arrivent entièrement de l'extérieur, voire même des personnes mixées avec certains des résidents du lieu, sachant par ailleurs que ça peut être un Fab Lab tous azimuts. Ça peut être un lieu de réparation d'objets de collection en passant par des séances de brainstorming pour lancer des activités,
ou un résident qui a des talents artistiques et qui veut mettre en place, monter ici une exposition temporaire. C'est vraiment un lieu de conception et collaboratif. Voilà. Donc, on a ces deux univers. Ce qui veut dire qu'il va y avoir du personnel pour gérer ces deux espaces. Parce que j'imagine que les animations, ça demande Alors, on a coordonné. effectivement une personne qui a un profil particulier, qui s'occupe de l'accompagnement individuel des résidents tous azimuts, que ce soit pour leurs activités, pour leurs sorties ou pour leurs projets, pour leur venir en support sur les projets, et qui gère effectivement la bonne fin de l'utilisation de ces espaces, bien évidemment, dans lesquels on admet des tiers, mais qui sont engagés à respecter un règlement intérieur bien particulier, de manière à ne pas porter atteinte à la quiétude ou à l'utilisation également des résidents de ces lieux. Ils restent prioritaires, mais on facilite l'accès à ces autres générations et ça marche bien. Le côté connecté, qu'est-ce qui est connecté? Est-ce que tu peux nous écrire un petit peu plus? Parce que tu dis que c'est très connecté, ça veut dire quoi? Alors, 3 niveaux. Le premier, tout résident qui arrive dans cette résidence reçoit une tablette. À partir de cette tablette, il peut à la fois gérer son appartement et ses relations avec la résidence et ses relations avec les tiers. Donc, il a la possibilité depuis cette tablette, en descendant simplement à la réception pour prendre un déjeuner ou un petit déjeuner, s'apercevant qu'il a laissé la lumière dans son appartement, il peut l'éteindre, ou se déplaçant chez ses enfants, ayant des plantes dans l'appartement, il veut les ouvrir à distance ses volets et il peut le faire. Donc, D'accord. c'est à la fois un média de pilotage de l'appartement, c'est dans ce sens qu'on est connecté. Ensuite, c'est un média de connexion sur le système d'information de la résidence qui lui donne des informations sur les activités programmées et sur ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur de la résidence. Et enfin, connecté, parce qu'au-delà de cette tablette, on a mis en place un dispositif qui fait qu'on peut passer de la tablette à la télévision, c'est plus lisible, c'est peut-être plus confortable dans un salon, pour pouvoir converser par exemple avec la famille, les amis ou des tiers en toute simplicité. Et le maître mot de cette affaire, c'est tout un travail qui a été fait avec à la fois les fournisseurs de matériel, les concepteurs de la partie soft et les équipes ici, de manière à ce que ce soit accessible et utilisable de façon intuitive. Il y a eu un gros travail vraiment à la fois des industriels et des équipes d'accompagnement ici pour rendre ces supports sans pour autant, pour les rendre accessibles, sans pour autant les rendre stigmatisés. Et c'était tout l'enjeu. On a de superbes matériels à la mode et je pense que ça permettra à nos résidents de montrer que la silver economy peut être un driver d'innovation digne de ce nom. Concrètement, ça veut dire qu'il n'y aura pas de tablettes par défaut, des tablettes dites seniors. Non, voilà, c'est une tablette qui est accessible. On a évidemment travaillé sur les contrastes visuels, on a travaillé sur la facilité d'utilisation, mais ça reste un objet high-tech simple d'utilisation, pertinent aussi dans les ouvertures que cela procure, et surtout qui contribue à donner du sens au séjour du résident. Il peut accéder à la fois à des activités de découverte culturelles, intellectuelles et un lien social qui nous a semblé être le facteur essentiel de la bonne fin du séjour dans nos résidences. Voilà. Est-ce à dire que le positionnement, les différents éléments de la résidence, vous allez cibler des plus jeunes seniors? Parce que dans beaucoup de résidences-services seniors, c'est vu comme une alternative à l'EHPAD, donc on voit des gens très âgés quand même qui vont dans les résidences-services seniors. Est-ce que vous allez cibler des plus jeunes? Alors, non seulement on cible des plus jeunes, mais nous avons des plus jeunes en place. Donc, on a effectivement un petit peu plus de couples. Alors que l'âge moyen des résidences du marché français est de l'ordre de 82 ans à peu près, nous, on travaille vraiment sur une population de 10 ans de moins. Donc, on va travailler sur le segment précédent. On est plus en ligne avec ce qu'on appelle le assisted living dans les pays anglo-saxons, qui travaillent véritablement cette cible-là, qui en fait est la cible qui va se proposer au marché dans les 2-3 ans à venir et qui est celle des baby boomers, mais qu'on aura, nous, commencé à travailler, qu'on aura l'habitude de travailler, qu'on aura expérimenté
pratiquement 3 ans avant que le besoin se déploie de manière structurelle sur le marché français. C'est-à-dire que cette génération plus jeune de seniors va venir chez OActive pour des raisons différentes de celles d'une résidence plus traditionnelle. Définitivement, oui. On avait eu l'occasion dans un webinaire dédié au marketing d'en parler avec notre directrice du marketing digital. On travaille effectivement sur d'autres médias, sur d'autres messages et donc sur d'autres populations que nos confrères. Oui, tout à fait. D'accord. Si on prend un peu de recul, la taille du marché des résidences-services seniors, euh, vous l'estimez à combien en France, en fourchette? On peut en mettre quoi? On peut en mettre 2 000, 3 000, 10 000? Est-ce qu'on peut vraiment aller dans les petites villes? Comment est-ce que vous voyez le sujet? Je crois qu'il faut renverser le propos. On sait que, bon, on a 19 millions en gros de personnes à la retraite en France. Il y en a 12 millions qui sont chez eux. On a 600 000 places en EHPAD, bon an, mal an, 600, 700 000 places en EHPAD. Or, on sait que les 75-85, à partir de 2002, de 2021, on va avoir l'effet du baby boom. On va passer de 4 millions à 6 millions en l'espace de 10 ans. Donc, ça veut dire qu'on a un marché qui est structurellement en expansion, et ce marché est celui de personnes qui ne vont plus pouvoir aller en EHPAD, parce que parallèlement à cette croissance des 75-85, on a aussi une multiplication des 85 et plus. On a un secteur d'EHPAD dont on commence à penser qu'il va falloir qu'il s'accroisse, alors qu'il est quand même létal depuis pas mal de temps. Et on a ces gens qui sont en sandwich, hein, en fait. On a des gens qui sont encore autonomes, qui ne veulent pas aller en EHPAD, mais qui auraient besoin quand même d'un univers qui soit plus approprié que leur chez-soi, qui est devenu trop grand, trop difficile à maintenir, trop cher. Et puis, on a cet afflux de personnes à qui il faudra aussi ces alternatives. Donc, on a longtemps dit que le marché des RSS devait passer en France à 1000, 1200, peut-être 2000. 2000, qu'est-ce que ça veut dire 2000 à, on va dire 100 en moyenne, 100 appartements en moyenne dans ces RSS, alors on va passer de 4 millions à 6 millions. Ça paraît presque dérisoire parce que on a un afflux. Alors, qu'est-ce à dire que le marché des RSS va devoir lui-même évoluer? Si on regarde ce qui se passe dans les pays qui ont démarré bien avant nous, on est très, très en retard, nous, dans ce secteur. Hein. On a 1% de notre parc méchamment adapté au vieillissement. Les 5 autres pourcents, c'est adapté au handicap. C'est un héritage de la loi de 2005. Donc, si on veut vraiment proposer des services, je pense qu'il faudra aussi faire évoluer le régime des RSS. Ensuite, la question qui va se poser, c'est quelles zones devraient cibler ces RSS? Alors, il y a des zones logiques de concentration de population, comme l'Île-de-France ou le sud-est ou des bords de mer pour des raisons héliotropiques. Mais le passage de 4 millions à 6 millions de cibles, il va se faire sur la totalité du territoire. Donc, il y a un vrai travail à faire par les professionnels des RSS sur certains flux migratoires. On sait que tout le monde ne va pas vieillir en Île-de-France, va repartir vers des régions. On connaît ces flux. Et pas forcément repartir vers d'autres régions et de l'héliotropisme systématique. Donc, il y a bien une zone tampon entre les grandes métropoles régionales et l'héliotropisme. Il y a certaines, on va dire, villes de moyenne taille qui commencent à être travaillées, mais peut-être pas travaillées en termes d'opportunités foncières. Et ce qui va à un moment donné pêcher, c'est que on doit être cohérent par rapport aux besoins du territoire et à leur réalité médico-sociale. Il y a des endroits où on doit pouvoir promettre aux gens qu'on va recevoir un parcours résidentiel au-delà de la RSS. Donc, il faut qu'il y ait à la fois un maillage d'EHPAD pour permettre la sortie au-delà de la RSS. Il faut qu'il y ait un secteur médico-social suffisant. On reconnaît, nous, dans certaines régions, qu'il y a une population médicale très âgée, un renouvellement difficile, et c'est ce qui nous a poussé dans notre volet connecté à intégrer d'ores et déjà dans nos résidences des services de e-santé en négociant en amont avec des spécialistes qui traitent des maladies chroniques, avec les médecins du CRU qui vont donc recevoir un nouveau public, au-delà des gens du CRU qui vont être dans la résidence, mais ceux qui arrivent d'autres régions, et travailler cet aspect-là. On a une vraie responsabilité en tant que professionnel des RSS
dans la manière dont on cible les territoires et on travaille sur ce maillage. On ne peut plus travailler dans une optique qui est simplement une optique d'opportunité foncière strictement immobilière. On doit comprendre l'écosystème et travailler à s'intégrer dedans de manière raisonnée. Et si on poursuit, on prend un exemple. Vous allez ouvrir aussi une résidence à Colmar. Alors, Colmar, c'est une ville, on va dire, moyenne, ou grande, moyenne. Oui. Il y a déjà plusieurs résidences-services seniors là-bas. Comment est-ce que vous allez faire pour vous différencier? Est-ce qu'il n'y aura pas trop de résidences dans une ville comme Colmar? Nous, on n'est pas sur la même gamme, si tu veux. On est déjà sur une gamme qui a 10 ans de moins. Donc, effectivement, on a des confrères qui vont avoir des problèmes d'approche de population homogène. On a fait le choix, nous, d'un environnement plus actif. D'ailleurs, OActive porte dans son nom cette pétition. Ce n'est pas une pétition de principe, mais c'est vraiment une composition structurelle de la résidence pour répondre à ces populations-là. Donc, on est moins soumis que nos confrères à ce choix, parce que dans notre secteur, on n'a actuellement pas de concurrence. Tu parles aussi de standards européens et que le OActive est déjà prévu pour être un modèle européen et pas uniquement français. Est-ce que tu peux en parler? Oui, on a commencé à regarder ce qui se passait dans les pays environnants dès le départ des cahiers des charges de nos résidences. Il est clair, je disais tout à l'heure, que le marché français a, on va dire, en comptant la partie handicap, 6% de son parc adapté au vieillissement, mais la moyenne européenne est à 10% quand même. On a des pays comme la Belgique ou les Pays-Bas qui sont à 14 ou 16% de leur parc. Donc, c'est intéressant de les regarder parce que pour arriver à 14 à 16% de leur parc, ça suppose qu'ils aient démarré 20 ans avant nous. Donc, ils ont fait des choix stratégiques, ils ont fait des choix dans des lieux d'implantation, dans des typologies d'équipements qui s'avèrent ou pas efficients. Le gouvernement néerlandais avait fait il y a quelques années un audit de l'ensemble du parc des RSS néerlandaises parce que certaines demandaient des subventions d'équilibre aux communes dans lesquelles elles étaient implantées. Ils voulaient comprendre pourquoi. Est-ce que c'était un puissant fonds? Est-ce qu'il fallait prendre des décisions de structure, de soutien ou au contraire d'arrêt? Et ils ont pris un arrêt de fermeture de 100 000 lits. À l'échelle d'un pays comme les Pays-Bas, c'est presque hallucinant. Pourquoi l'ont-ils fait? Parce qu'il y avait des erreurs conceptuelles, soit des RSS développés comme des center parks avec des palmiers, mais qui s'avéraient être aujourd'hui des passoires énergétiques. Donc, la rentabilité ou le défaut de rentabilité venait de surcoûts d'exploitation. D'autres étaient beaucoup trop stigmatisés et ne convenaient plus à la population actuelle qui est plus active. Donc, ils ont vraiment pris cet arrêté de fermeture, ils ont reporté sur les villes. Donc, l'État a pris cette décision au niveau national et ils ont reporté sur les villes le pilotage, soit de la conversion de ces lieux, soit de la désignation des lieux d'implantation de produits de substitution. Et ça nous a beaucoup servi dans notre réflexion OActive, parce que ça nous a servi pour comprendre comment orienter le produit et d'ores et déjà le rendre concurrentiel au niveau européen. Et ça nous a servi aussi pour travailler justement une vraie politique d'implantation sur le territoire. Il n'en demeure pas moins, on est adhérent au SNRA, que la question de la cohérence de nos approches simultanées sur des territoires reste à travailler. Je pense qu'au niveau du syndicat, tout le monde en est conscient et on travaillera dans ce sens puisque l'accélération du marché l'exigera de toutes les manières. Est-ce à dire que dans 5 ans, on verra des résidences OActive en dehors de la France? C'est pas impossible. C'est pas impossible. Je crois qu'on a un produit qui est taillé pour, qui est taillé pour un positionnement européen. C'était la décision dès le départ de pouvoir exporter. Je pense qu'il faut qu'on ne brûle pas les étapes. On a conçu un produit intéressant. Il a su trouver son marché d'investisseurs, que ce soit à la découpe ou en bloc. Et donc là, on déploie ces établissements. Le remplissage est à la hauteur de nos attentes, donc on est plutôt très content. On va déployer ces 18 résidences. On a une grosse pipeline derrière parce qu'on commence à avoir des communes qui viennent nous chercher. Ça, c'est plutôt satisfaisant avec le track record et l'âge du groupe.
On va bien faire notre travail en France. On est un groupe français avec un produit français, mais on va commencer à regarder sur certains marchés complémentaires européens de quelle manière on pourrait y entrer intelligemment, soit en renouvellement des gammes qui existent déjà, et peut-être dans une acception de relations de conseil avec certaines villes qui pourraient avoir un intérêt à travailler des alternatives de ce qui s'avère arriver en bout de cycle chez eux aussi. D'accord. Autre question que j'avais, est-ce que les résidences services seniors sont réservées aux personnes, aux seniors qui sont aisés? Genre, Ah qui non, peut non, non, non. Là, je rentrer pense que concrètement, qui peut rentrer dans une résidence service senior? quand on parle de cohérence avec les territoires, quand on choisit de s'implanter quelque part, où on nous désigne un foncier, donc on a déjà, nous, des critères assez étroits de choix de foncier, parce qu'on ne prend que des hyper centres-villes, donc ce qui nous contraint aussi dans la programmation. On tourne aux alentours de 90 en moyenne, alors que la plupart de nos confrères sont à 100 et plus. Mais quand on étudie ce lieu d'implantation, on regarde la cohérence financière immédiatement. Quel est le niveau? On va avoir des villes dans lesquelles on s'attendrait à avoir un revenu important. Et en fait, dans ce cœur de ville, on s'aperçoit que les niveaux de vie tournent à 20 000, 19 000, alors que des villes qui ont à peu près la même taille, à d'autres endroits, tournent à 30, 35, 36 000 de revenus annuels. Donc, on a décidé d'établir un cahier des charges descriptif de ce qu'on veut voir dans chacune de nos résidences. Quels que soient les moyens des gens, ils auront à vivre, à connaître une évolution dans le vieillissement qui sera plus ou moins similaire. Par contre, donc il est hors de question qu'on sous-équipe certaines résidences et qu'on suréquipe d'autres. On a certains de nos concurrents qui ont des cahiers des charges plutôt bien faits, et eux qui vont les réduire suivant le prix de leur foncier. Ça ne nous semble pas juste non plus. Donc, on a décidé de créer un seul cahier des charges, mais 3 gammes de finition au niveau de la finition du décor, simplement, des équipements, quelques mètres carrés peut-être supplémentaires sur certaines gammes. Et on a créé 3 gammes. Entrée de gamme, moyenne gamme et haut de gamme. Donc, on a access, latitude et élégance. Et suivant les territoires, on va implanter des produits qui correspondent à la réalité économique du territoire. Donc, on va avoir un produit simple. On a des produits access, par exemple, à Saint-Pierre-d'Oléron. On va avoir des produits plus haut de gamme à Maison Lafitte, des produits intermédiaires à Colmar ou à Salon de Provence. Voilà, on s'adapte suivant la réalité économique des territoires, et c'est ce qui fait aussi qu'on n'a pas de problème de remplissage. On peut imaginer avoir dans une même ville deux gammes, deux résidences Non, si c'est une même ville, elle va avoir le même paradigme économique. Donc, on va avoir, si on devait avoir deux résidences, elles seraient dans la même gamme. Si on devait l'avoir, il faudrait qu'elle soit quand même relativement importante et qu'il y ait un défaut criant de concurrence sur place. Mais nous, si on poursuit, si la résidence, les résidences actives ciblent, enfin, accueillent déjà des plus jeunes seniors, donc en fait des personnes en couple, quand un des deux décède, est-ce que le survivant a les moyens de rester dans l'appartement qu'il occupait, ou est-ce que vous l'avez prévu de lui proposer un appartement plus petit? Comment ça marche? Alors, on a prévu effectivement des transitions possibles, puisqu'on a dédoublé nos gammes de T2 en T2 petit et T2 grand, ce qui permet à quelqu'un qui, certes, se retrouve avec une demi-pension, mais qui reste une demi-pension d'un revenu plus important, de pouvoir éventuellement avoir quelques mètres carrés supplémentaires. Donc, on a effectivement prévu une transition dans la programmation même des résidences. D'accord. Un mot de conclusion? Un groupe heureux. Je crois que c'est un marché qui est structurellement défini. On sait que c'est un marché porteur. On sait qu'il faut être prudent quand même, qu'il va falloir le développer. On est dans une période de Covid, des résidences connectées dans une période de Covid. On le sent au niveau des gens qui nous approchent, leur promettre d'être en relation avec leur famille, en liaison, ça plaît. Ça nous démarque aussi de nos confrères, et je pense qu'on a un rôle à jouer dans cette période de crise pour apporter des lieux de vie qui restent conviviaux, où le lien social perdure, parce qu'on sait qu'à cet âge-là, en particulier, où les familles sont éclatées, les enfants sont ailleurs, les petits-enfants sont eux aussi très loin,
ce lien constitue pour les personnes qu'on reçoit quelque chose d'essentiel et on tient à ce qu'elles puissent véritablement jouir et on est heureux de pouvoir le proposer. Super, merci Muriel. Muriel Noyer, je rappelle que tu es directrice du développement stratégique et de l'innovation chez Omnicity. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt.